Saint-Tropez, janvier 2026. Le ciel azuréen d'habitude si clément affiche une froideur impériale au-dessus du clocher emblématique de Notre-Dame de l'Assomption, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Une marée humaine dense et compacte s'est amassée sur le parvis, mais ce qui frappe, c'est ce silence assourdissant, presque surnaturel, qui écrase la rumeur habituelle de la ville. Soguda iku. L'émotion devient palpable lorsque le cercueil taillé dans un bois clair d'une simplicité désarmante fend la foule en croulant littéralement sous une avalanche de fleurs jaunes, éclats solaires au milieu du deuil. Là-dedans repose celle que la planète entière surnommait Bébé. L'icône, le mythe, la légende n'est plus aujourd'hui qu'une âme fragile entamant son dernier voyage vers l'éternité. Sous les voûtes séculaires, la mélodie sacrée du Panis Angelicus résonne avec une pureté cristalline. Mais étrangement, ce n'est pas le rituel religieux qui aimante les objectifs des rares médias accrédités. Comme un seul homme, l'assemblée détourne le regard de l'autel pour fixer avec insistance une silhouette solitaire presque anachronique dans ce décor. Il est là, assise au tout premier rang, la posture rigide. Le dos droit comme un nid, affichant un visage impénétrable, hermétique à la curiosité morbide du public. C'est lui, Nicolas Charrier. Le fils unique, l'enfant né dans la douleur, l'éternel absent de la saga Bardot qui, contre toute attente, est revenu pour cet ultime adieu. Sur le vernis immaculé de la bière, il a posé un modeste bouquet de mimosa, fleur fétiche du Sud, accompagné d'une carte portant 3 mots manuscrits d'une simplicité qui foudroie l'assistance à ma maman. Une question brûle toutes les lèvres, pourquoi cet homme qui a passé son existence à fuir l'ombre écrasante de sa génitrice a-t-il choisi cet instant précis pour sortir de l'anonymat ? Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie intime, il faut rembobiner le film de leur vie jusqu'au 11 janvier 1960. Ce jour-là, l'appartement parisien de l'avenue Paul Doumet est en état de siège. Sous le crépitement incessant des flashs qui bombardent les fenêtres, Nicolas Jacques Charrier pousse son premier cri. Aux yeux de la presse internationale en délire, c'est l'événement mondain du siècle, une naissance royale sans couronne qui fascine les foules. Mais pour Brigitte, loin du conte de fées, c'est le premier jour d'un long calvaire, le début d'une lente descente aux enfers psychologiques. Alors, au zénith de sa gloire vénérée comme la plus belle femme du monde, elle ne perçoit pas cette maternité comme une bénédiction, mais comme une mutilation brutale de sa liberté chérie. Elle se sent prise au piège. Son corps devenu une propriété publique, que même l'intimité d'une grossesse ne parvient pas à sanctuariser. Elle est une bête de foire, même enceinte. Dans une France des années 60 qui sacralise la mère au foyer Bardot, ose l'impensable, elle rejette viscéralement ce rôle qu'on veut lui imposer de force. Les aveux qu'elle formulera des années plus tard feront trembler sur ses bases la société conservatrice de l'époque par leur crudité. Dans ses mémoires, elle dépeindra sa grossesse avec une violence verbale inouïe, la qualifiant d'invasion barbare et comparant l'enfant qu'elle portait à une tumeur maligne se nourrissant de sa substance vitale. « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien », écrira-t-elle sans le moindre détour, une confession qui glace le sang. Cette phrase d'une cruauté terrible la poursuivra comme une malédiction indélébile jusqu'au bord de sa tombe, marquant à jamais son image publique. Pourtant, cette détresse n'était pas un caprice de divagatée. C'était un véritable hurlement de douleur étouffé par le bruit des paillettes et l'hystérie des fans. En septembre 1960, incapable de fusionner son statut de sexe-symbole planétaire avec les cris d'un nouveau-né, elle tente de mettre fin à ses jours le jour même de ses 26 ans, préférant le néant à sa réalité. C'est le point de non-retour. La rupture familiale est alors actée et définitivement consommée. Jacques Charrier, qui avait naïvement cru pouvoir bâtir une existence banale avec une déesse vivante, prend alors une décision radicale rarissime pour les mœurs de ce temps-là. Il exige la garde exclusive de Nicolas et, contre toute attente, le tribunal tranche en sa faveur, reconnaissant l'incapacité de la star à élever l'enfant. L'enfant part donc grandir avec son père, loin de la folie médiatique, laissant derrière lui une mère qui pousse un soupir de soulagement certes, mais teinté d'une culpabilité qui ne s'effacera jamais vraiment. C'est là, dans ce berceau déserté, que se creuse le fossé, un abîme vertigineux que 60 années d'existence ne suffiront peut-être pas à combler. Le silence pesant qui s'est installé entre la mère et le fils durant l'adolescence de Nicolas aurait pu n'être qu'une simple distance géographique.
Cela aurait pu rester une sorte de froideur aristocratique pudique et distante comme on en voit souvent dans les grandes familles brisées. Mais en 1996, une véritable déflagration littéraire vient pulvériser les derniers ponts fragiles. Ce livre détruit le peu de liens qui pouvaient encore relier la Madrague à la Norvège terre d'exil de Nicolas. Brigitte Bardot publie ses mémoires, initiales BB. Un best-seller mondial où elle se livre corps et âme sans aucun filtre avec cette honnêteté brutale qui est sa signature. Si ses admirateurs saluent sa franchise légendaire pour Nicolas, alors âgé de 36 ans, la lecture de ces pages résonne comme une humiliation publique d'une violence inouïe. Il découvre imprimé noir sur blanc et traduit dans toutes les langues du globe que sa propre conception fut vécue, non pas comme un don, mais comme un cauchemar absolu. Bardot ne se contente pas d'évoquer un vague mal-être. Elle rentre dans les détails les plus sordides de son rejet. Elle décrit avec une précision chirurgicale ses tentatives désespérées pour avorter, racontant comment elle se frappait le ventre pour décrocher cet être qui s'accrochait obstinément à elle. Elle parle de lui comme d'un étranger hostile, un intrus qui a saccagé sa jeunesse et volé sa beauté. Pour Nicolas, qui avait patiemment construit sa vie dans l'ombre pour échapper à ce tumulte toxique, c'est l'attaque de trop. La douleur intime est jetée en pâture au public, devenant un spectacle médiatique sordide dont il est la victime collatérale. Blessé au plus profond de sa chair et soutenu par son père Jacques Charrier, il décide de riposter non pas par des larmes mais sur le terrain froid du droit. C'est une guerre des mots sanglante qui finit par se régler devant la barre des tribunaux. Ils attaquent l'icône pour violation de l'intimité de la vie privée, invoquant un concept juridique rarissime, l'atteinte à l'intimité de la vie intra-utérine. Le procès est retentissant et Nicolas exprime alors son dégoût profond face à ce qu'il qualifie de malignité pure de la part de sa mère. Il ne cherche pas l'argent, il cherche à restaurer sa dignité d'homme et de fils piétiné, et la justice française comprenant cette douleur tranche finalement en leur faveur. Le couperet de la justice tombe avec une violence inouïe. Brigitte Bardot se voit infliger une sanction financière écrasante, condamnée à verser 100 000 francs à ce fils qu'elle a tant égratigné et 150 000 francs supplémentaires à son ancien époux pour les dommages causés. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là, car le tribunal exige une marque d'infamie indélébile, l'insertion obligatoire d'un encart judiciaire dans chaque copie de ses mémoires, une cicatrice légale rappelant sa condamnation à chaque lecteur. Si la star perd ce procès médiatique, sa véritable déroute se situe sur un tout autre plan bien plus intime et dévastateur que de simples pertes d'argent. Ce verdict résonne comme le point de rupture définitif. En osant traîner sa propre mère devant les tribunaux, Nicolas n'a pas juste gagné une bataille légale, il a tracé une ligne rouge sans infranchissable entre leurs deux existences. À compter de cet instant fatidique, leurs rapports ne sont plus simplement distants. Ils basculent dans un hiver éternel cadenassé par une rancœur si toxique que même les décennies semblent incapables d'en polir les arêtes tranchantes. Ce petit garçon jadis qualifié de tumeur par sa génitrice s'est métamorphosé en un adulte qui rejette celle qui lui a donné la vie, et le monde entier assiste voyeur à ce naufrage familial diffusé en mondovision. Alors que l'icône se barricade de plus en plus dans sa forteresse de la Madrague, fuyant les humains pour la chaleur inconditionnelle de ces animaux qui ne la jugent jamais, Nicolas lui opte pour une trajectoire diamétralement opposée. Il choisit l'antimatière absolue de l'univers tropéien, cherchant refuge loin des paillettes et des scandales qui collent à la peau de sa famille maternelle. Son cap est mis sur le froid polaire, l'anonymat total et la rigueur du Grand Nord, loin de la fièvre méditerranéenne. Il part s'exiler à Oslo en Norvège, cette terre de glace et de silence où le patronyme Bardot n'est qu'un murmure lointain et non un fardeau écrasant comme à Paris. Là-bas, il ne fait pas que fuir son passé. Il entreprend un véritable travail de reconstruction intérieure, rebâtissant son identité pierre par pierre. Il unit sa vie à celle d'Annelien Birkan, fille d'un diplomate respecté, et s'ancre solidement dans une belle famille soudée qui lui offre enfin cette stabilité affective et cet amour inconditionnel dont il fut si cruellement sevré durant son enfance. Fuyant les plateaux de cinéma toxiques, il s'épanouit dans la logique implacable de l'informatique et du design des domaines rationnels et concrets qui sont aux antipodes du flou artistique et destructeur qui a bercé ses premières années. C'est au cœur de cet exil volontaire que Nicolas accomplit sa vengeance la plus éclatante sur le destin.
Il brise la chaîne du traumatisme en devenant un père dévoué, aimant et incroyablement présent pour les siens. De cette union heureuse naissent deux perles, Léana Camilla et Théa Joséphine, qui grandissent dans la sérénité. Ces deux petites filles, la star mondiale. Brigitte Bardot ne les connaîtra jamais vraiment condamnées à les voir grandir à travers des clichés volés par les paparazzis ou de rarissimes nouvelles froides et lointaines. Le drame atteint ici son paroxysme émotionnel absolu. Durant ces 30 années de silence radio, il y eut pourtant des tentatives de rapprochement, des mains tendues, souvent maladroites, toujours fragiles et incertaines. La rumeur court que Bardot, hanté par des regrets crépusculaires, envoyait parfois des paquets enrubannés pour les anniversaires et des invitations désespérées pour des vacances d'été à Saint-Tropez. Mais comment espérer recoudre un tissu brûlé à l'acide quand la confiance a été totalement calcinée? Nicolas est resté de marbre poli mais hermétique, dressant un rempart infranchissable pour protéger farouchement sa progéniture de la folie médiatique dévorante qui consume l'existence de sa mère. Il a catégoriquement refusé que ses filles deviennent des petites filles de stars, préférant leur offrir le luxe inestimable d'être simplement des enfants heureuses et anonymes. Pour l'actrice légendaire, ce mur d'indifférence fut sans aucun doute le châtiment le plus cruel et le plus raffiné qu'elle pouvait subir. Celle qui avait un jour déclaré sans phare « Je ne suis pas une bonne grand-mère » se retrouvait brutalement confrontée à la réalité glaciale de ses propres choix de vie. Les décennies 2000 et 2010 se sont ainsi écoulées, figeant ce tableau familial dans une douleur statique et insupportable. D'un côté, une vieille dame isolée face à la mère, confiant parfois aux journalistes la voix brisée par l'émotion qu'elle aime son fils unique malgré tout ce gâchis. De l'autre, un homme mûr qui a érigé une forteresse de normalité autour de sa vie privée. Ce n'était même plus de la haine qui l'animait, c'était pire que cela. C'était une absence totale, un vide sidéral et vertigineux où aucun souvenir commun ne pouvait s'imprimer pour combler le fossé. Le fils avait réussi là où la mère avait tragiquement échoué. Il avait trouvé la paix de l'âme. Mais le prix à payer était cet océan de silence glacé qui les séparait désormais de façon irrémédiable. Dans la pénombre sacrée et imposante de l'église Notre-Dame de l'Assomption, l'air semble s'être soudainement densifié, devenant presque palpable sous le poids du chagrin. L'atmosphère est lourde, chargée d'une électricité statique invisible, tissée de milliers de regrets accumulés et de prières inexprimées qui flottent silencieusement sous la voûte séculaire. Alors que les rangs latéraux sont envahis par un parterre d'officiels, de personnalités du 7e art et de figures tropéiennes venues rendre un dernier hommage à la légende Nicolas Charrier, lui reste debout digne au centre de l'allée. Il demeure immobile tel un gardien silencieux et stoïque affrontant le jugement de l'histoire avec une retenue impressionnante. À 66 ans, en cette année 2026, cet homme qui a vécu toute sa vie dans l'ombre porte sur ses traits les stigmates inéluctables du temps qui passe. Mais ce qui frappe l'assemblée entière, c'est cette beauté ténébreuse héritée de son père Jacques, étrangement matinée de cette moue boudeuse et rebelle qui fit jadis la gloire planétaire de sa mère. En ce jour de deuil national, le fossé géographique et émotionnel abyssal qui séparait les fjords glacés d'Oslo de la fournaise de Saint-Tropez a subitement cessé d'exister. Il n'y a plus de milliers de kilomètres de distance, plus de procès retentissants, plus de livres scandaleux étalés sur la place publique pour laver le linge sale. Il n'y a plus que la vérité nue et crue de la mort, cette force absolue et souveraine qui remet chaque rancœur, chaque ego démesuré à sa place dérisoire face à l'éternité. Soudain brisant le murmure respectueux de la foule, la voix puissante et fragile de Vincent Niclot s'élève majestueusement sous la nef, faisant vibrer les pierres. Il entonne un Ave Maria bouleversant le chant sacré préféré de Brigitte L., qui, malgré ses provocations et ses excès, vouait un culte secret et fervent à la Vierge Noire des Saintes Maries de la Mer, protectrice éternelle des gitans et des marginaux. C'est à cet instant précis, alors que les notes sacrées montent vers les vitraux colorés, que l'armure de glace de Nicolas semble enfin se fendre sous l'émotion. Tout à coup, une onde de frissons parcourt l'assistance, venant rompre la lourdeur du silence, tandis que le timbre de Vincent Niclot, à la fois vibrant de puissance et empreint d'une infinie fragilité, s'élève avec une majesté solennelle sous les voûtes de la nef. Il interprète un Ave Maria déchirant le cantique sacré que Brigitte chérissait par-dessus tout. Elle qui, derrière ses provocations publiques, vouait une adoration secrète et fervente à la Vierge Noire des Saintes Maries de la Mer,
la protectrice éternelle des gitans et des âmes incomprises. C'est exactement à cet instant suspendu alors que les harmonies sacrées viennent caresser les vitraux colorés que le masque d'impassibilité de Nicolas semble finalement se briser. Ce n'est absolument pas le drame théâtral que les tabloïds espéraient capturer ce matin. Cet homme possède une armure bien trop épaisse, forgée dans la froideur nordique pour s'offrir en spectacle et s'effondrer devant une meute de photographes affamés. Pourtant, un observateur attentif remarquerait ce détail qui ne trompe pas un frisson presque invisible qui parcourt ses épaules, trahissant le séisme émotionnel qui le dévaste de l'intérieur. On devine la violence de sa lutte intérieure à la façon dont sa main broie littéralement le rebord du banc en bois verni, ses phalanges devenant livides sous la pression extrême. Les témoins présents au premier rang raconteront plus tard que son regard ne reflétait ni une colère noire ni une tristesse classique, mais une lassitude abyssale, une fatigue existentielle. C'est l'usure profonde de l'âme d'un enfant qui a passé son existence entière à guetter à travers le vacarme médiatique et la fureur des scandales un geste d'affection. Il a attendu désespérément un regard maternel qui n'était jamais vraiment dirigé vers lui, mais toujours calculé pour l'objectif vorace des caméras et la gloire. Soudain, avec une lenteur solennelle comme poussée par une force gravitationnelle irrésistible, il se lève et s'avance vers le cercueil enseveli sous une montagne de fleurs jaunes éclatantes. L'atmosphère dans l'église se fige instantanément, un silence si lourd et oppressant que le bruit d'une épingle touchant les dalles glacées résonnerait comme un coup de tonnerre. Chaque pas de Nicolas martèle le sol faisant écho à 66 années de malentendus douloureux, de silence pesant et de rendez-vous manqués avec sa propre mère. Il marche le dos droit impérial portant sur ses épaules le fardeau écrasant de son héritage et de son nom. Il reste de marbre ne s'effondre pas. Une fois parvenu devant la dépouille, il lève doucement la main pour la poser bien à plat sur le bois clair et froid du cercueil. Ce geste d'une simplicité désarmante en apparence porte en lui une charge symbolique vertigineuse qui coupe le souffle à l'assistance. C'est le contact physique ultime, la dernière connexion tactile avec celle qui autrefois avait repoussé son petit corps de nourrisson avec effroi et rejet. C'est une réconciliation muette, un armistice signé sans encre, sans notaire et sans papier scellé uniquement par la chaleur d'une paume vivante sur la froideur de la mort. À cette seconde précise, l'icône sexuelle planétaire, le mythe du cinéma s'évapore. La militante farouche de la cause animale, la star capricieuse et inaccessible que le monde vénérait ou détestait, s'efface totalement de la scène. Il ne reste dans cette boîte qu'une vieille dame de 92 ans qui a enfin trouvé la paix, et face à elle un fils marqué par la vie. Un fils qui, malgré les cicatrices de l'enfance et les mots cruels imprimés à tout jamais dans des autobiographies, est venu lui murmurer l'essentiel. « Je suis là, maman, je ne t'ai pas oublié. » Ce moment suspendu d'une intensité presque insoutenable lave les affronts publics du passé bien mieux que n'importe quel discours officiel. Les larmes de Nicolas restent invisibles, mais elles coulent à torrents à l'intérieur, inondant une âme meurtrie. C'est le déluge intime d'un cœur qui peut-être pour la première fois cesse de saigner pour entamer sa cicatrisation. Il recule doucement les yeux secs, mais le regard transformé laissant sa mère partir vers la lumière en emportant avec elle dans la tombe le lourd secret de leur amour impossible. Au lendemain de la cérémonie, alors que la presse internationale spécule encore frénétiquement sur la signification de ce retour inattendu, un événement étrange vient clore ce chapitre tumultueux. Sur le site officiel de la Fondation au beau milieu des bannières appelant au don pour les bébés phoques et les éléphants d'Afrique, une page mystérieuse surgit brièvement. Elle apparaît sans aucune annonce, sans artifice marketing comme un fantôme numérique. Elle porte un titre qui claque comme une évidence douloureuse, « Lettre à mon fils ». Ce texte daté de plusieurs années auparavant résonne comme un testament spirituel que la star aurait laissé en suspens, une véritable bouteille à la mer lancée dans l'océan d'Internet. Les quelques internautes chanceux qui ont le temps de la lire avant qu'elle ne soit retirée par pudeur tardive ou erreur technique découvrent des mots d'une douceur bouleversante. C'est une prose inattendue, bien loin des coups de griffes habituels et des crocs acérés de la légende vivante. « Je t'ai donné la vie sans jamais savoir comment t'aimer comme il le fallait », écrit-elle avec une franchise brutale. « J'étais une louve blessée et effrayée qui mordait tout le monde pour ne pas être dévorée vivante. Mais sache, mon Nicolas, que chaque silence pesant entre nous était en réalité un cri de désespoir que je ne savais pas comment pousser.
Tu, la seule chose vraie et authentique que je laisse sur cette terre, la seule que je n'ai pas pu partager avec mon public vorace. Et ce n'est pas une excuse car je ne m'excuse jamais. C'est un constat froid, une vérité nue posée là comme une ultime offrande. La lettre disparaît des écrans aussi vite qu'elle est apparue, laissant planer un doute éternel. Nicolas l'a-t-il lu? La connaissait-il déjà avant sa publication? La réponse se trouve peut-être dans ce modeste bouquet de mimosas qui fane doucement sur la tombe fraîchement scellée au cimetière. Le mimosa, cette fleur d'hiver résiliente qui éclot quand tout le reste de la nature dort, symbole absolu de sécurité et d'amour secret. En choisissant cette fleur spécifique, Nicolas a répondu à sa mère dans le seul langage qu'elle comprenait vraiment, celui de la nature brute, sauvage et sans mensonge. Il n'y aura pas d'interview exclusive, pas de livre-réponse pour régler ses comptes, pas de grand déballage médiatique. Le fils est reparti vers le nord, emportant avec lui le poids de son histoire, mais laissant derrière lui la légèreté du pardon. La guerre est enfin finie. Elle repose désormais face à la Mère éternelle, et pour la première fois de son existence tourmentée, elle n'est plus seule. Dans le silence du cimetière marin, le fantôme d'un amour maternel maladroit veille enfin apaisé par le geste d'un fils qui a su à l'ultime seconde transformer l'abandon en adieu. Au-delà de la légende dorée et des tumultes médiatiques, l'histoire de cette icône et de son fils Nicolas nous offre une leçon lumineuse. C'est une démonstration puissante sur la force intemporelle et indestructible des liens du sang. Elle nous enseigne que l'amour maternel et filial est une force indéfectible qui, même enfouie sous le poids écrasant des années et du silence, ne s'éteint jamais vraiment. Cette présence ultime de Nicolas, digne et pleine d'amour pour accompagner sa mère vers son dernier voyage, incarne la plus haute et la plus noble des vertus humaines, la capacité au pardon absolu. Cette réconciliation, bien que muette, résonne comme un rappel puissant qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la paix et pour honorer ceux qui nous ont offert le don de la vie. Elle sublime cette vérité que l'amour ne se quantifie pas aux discours prononcés ou aux images glacées des magazines, mais à la fidélité de la présence dans ces instants de vérité sacrée. En revenant à ses côtés, Nicolas a rendu à sa mère le plus inestimable des hommages, prouvant au monde que malgré les tempêtes et les épreuves, le lien viscéral d'un enfant reste à jamais soudé au cœur de sa mère. C'est une véritable ode à la résilience. Des sentiments nous démontrant avec force qu'au terme de l'existence seule, l'amour subsiste dans sa forme la plus pure, inconditionnelle et éternelle.